La langue dont je suis en train de te parler, elle est sacrée dans le sens où elle n'est pas créée par l'homme. Et comment dire, j'ai perdu un peu le fil. Le Yiking te propose huit symboles. Donc, tu as huit. Pas le Yiking en fait, le Pakwa. Donc, pour ça, ouais, je vais prendre le livre, ce sera plus simple. Tarot des étoiles éternelles. Alors il y a une espèce de gros taureau, ça fait penser à culte de Baal, non? Et il y a des langues. Ouais, enfin, bon, je vais arrêter là-dessus. Ils ont un peu de mal à comprendre, hein, D'accord. oui, ils comprennent pas, voilà, il y en a beaucoup, ils disent on a du mal à comprendre où est-ce qu'on en vient. Ça fait partie des points communs. Ouais, Et les moustiques, oui, on est attaqué. Dans les tarots et ma chère qui avait le chiffre 7 tout à l'heure, il va falloir cultiver les pentacles et éviter absolument la carte numéro 15. Voilà. Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne, comme presque tous les soirs maintenant, je dirais plus tous les soirs, en tout cas 21h, minuit, metatv.org, c'est la saison 2, et voilà, encore une fois, tout le monde est, si j'ose dire, au poste, hein, voilà, la régie elle est au poste, hein, avec Steph, avec Mika, il y a même Yes ce soir, après, évidemment, il y a les bêta-notes qui sont là, parce que ce soir, on a Hannibal, bonsoir Hannibal. bonsoir, t'es pas. Donc on va parler divination, géométrie sacrée, langage, etc. Ça va. On va rentrer, on va. Oula, là on est sur des. On est déjà sur des pentes glissantes, mais on aime ça, on a l'habitude. Voilà, bonjour à tout le monde, bien sûr, The Mod, Carolingien, J-Seb, Valigomou, El Chercheur, Tom Clave, Spilderner, Monsieur Pringles, Amekoum, Spoofle, Nanarchique, Dimex, Le Patriote, Dams, Cara, Cam Cam, voilà, Lusitan, Respect, Sefi, bien sûr, Patatrac, Slisto, Moadib, et les modératrolls, Erenui, Jonathan et Yeris, qui sont là avec nous ce soir. Voilà, toute l'équipe, elle est là, les présentations sont faites. Tout le monde est au taquet et vous vous demandez en plus de quoi. En plus, alors, tu nous as ramené des caisses de sources. Ah, alors là, parce qu'on a des amateurs de sources, hein, on a toujours ah, les sources, ouais, on veut savoir d'où. Alors là, vous devez tout savoir. Dès qu'il y aura un truc, tu vas pouvoir montrer la source. Hein. Voilà. Parce que tu as ramené des caisses, c'est un peu, tu as ramené ta bibliothèque, si évidemment. Une partie, ce qui est utile. Il y a même les étagères. Non, mais C'est assez pratique, ça, les caisses de papier. ah ouais, non mais tant mieux comme ça parce que on va sur un sujet, si j'ose dire, allez, hautement glissant et en tout cas pas commun du tout. On va revenir aux origines du langage. Alors déjà présente-toi un peu parce que moi je veux pas dire de bêtises, alors ce serait mieux que ce soit toi qui te présente un petit peu. Alors, disons que je suis un simple autodidacte Ouais. dans les sujets que je vais traiter. J'ai un projet qui aboutit d'un site qui va initier à des savoirs géométriques, Mhm. initiatiques, qui sera prêt à la rentrée et où je vendrai un jeu de tarot nouveau. Voilà, donc je me suis dit que c'était l'occasion de présenter les langues divinatoires et de montrer en quoi elles peuvent être une pratique riche pour l'imaginaire, pour un tas de choses, et qu'il n'y a rien de sulfureux là-dedans dans la connaissance. Et donc transmettre peut-être à certaines personnes qui ne connaîtraient pas trop le sujet des conseils de lecture qui permettront d'apprécier le travail que je proposerai et d'autres choses. Hein. C'est des savoirs assez fondamentaux donc qui peuvent avoir des applications multiples. Et toi, comment t'es arrivé dans ces savoirs? C'est quoi? Alors, Qu'est-ce qui t'a fait basculer dedans? ce qui m'a fait basculer dedans, c'est de voir des choses liées à ces sujets. C'est-à-dire que souvent, quand tu as un centre d'intérêt, c'est que il y a quelque chose qui a éveillé ton esprit à ça. Bon, je préfère pas trop rentrer dans les détails, mais un jour, j'ai vu quelque chose qui m'a donné envie de comprendre un peu dans le
les esprits, en fait, tout ce qui a trait à l'esprit. Donc c'est vrai que ce mot n'est pas très employé. L'esprit au sens quoi? De l'âme L'esprit au sens d'une partie de l'homme, en fait, c'est-à-dire corps, âme et esprit, et où l'esprit est quelque chose d'universel qui n'appartient à personne, mais qui nous permet de communiquer, parce qu'on en a... qui nous permet de fermer les yeux, de se projeter. C'est quoi la différence entre âme et esprit? L'esprit, c'est le nom que les anciens ont donné pour le miracle qui fait que la vie est possible, tant sur le plan physique que psychique, quelque part, le souffle, le miracle de la vie. Et ça n'appartient à aucun être humain, mais chaque être humain en a une partie qui peut plus ou moins développer. S'il se met à l'écoute et s'il a conscience de cette dimension-là en lui. Et donc voilà, en fait, là, c'est au travers de la géométrie, on peut montrer l'esprit circuler dans la matière et amener, on va dire, ce champ de questionnement d'une manière plus concrète. Et voilà, je trouve qu'à notre époque, on nous parle beaucoup de matérialisme et de choses comme ça qui évitent même de connaître la définition de ce mot et de savoir qu'on peut se connecter à tout moment, qu'un chaman, il y a 2000 ans dans la forêt, lorsque il avait envie de comprendre quelque chose, il se connectait à l'esprit universel quelque part, tout comme un Iranien ou comme un bouddhiste, ou comme il va trouver une médecine, ou il va trouver un beau poème, quelque chose qui aura de l'esprit et qui vivra, qui aura un autre champ d'existence. En fait. Voilà, donc en fait, je vais aborder un peu ces sujets-là au travers des alphabets, ce que j'appelle les alphabets sacrés. Ah, les alphabets sacrés. Donc il y aurait... C'est quoi l'histoire? Un alphabet de départ, c'est ça? Comment ça va? Alors, disons que quand tu regardes l'histoire de l'écriture, tu te rends compte qu'il y a eu des écritures hiéroglyphiques qui, quelque part, s'exprimaient d'une manière plus générale, plus symbolique, et que le symbole est une manière de parler qu'on utilise, on utilise quelque part une Ferrari, et que il y a une phrase de Lacan que j'aime bien qui dit que l'homme parle parce que le symbole l'a fait homme. Et donc ça parle de la fonction du symbole dans l'humanité. Et donc on utilise une langue qui est marchande pour moi, et qui n'est pas sacrée au même plan que des savoirs plus intemporels. En fait, il y a trop de conventions, c'est-à-dire que la langue qui est cherchée, qui va être divulguée ou sur laquelle je vous mets, que je vous évoque, est une langue qui peut s'enseigner à un enfant de 12 ans, qu'il soit arabe, chinois. Elle est en amont des conventions. Et on peut l'appeler langue de Babel, langue d'Hermès, langue adamique. Il s'agit déjà d'avoir la foi qu'elle existe, et ceux qui la trouvent, ou qui la cherchent, racontent un peu la même chose partout. Et donc au travers des pratiques que je vais présenter, il y a une manière de s'en approcher, et qui est notamment de s'intéresser aux représentations du nombre. Parce que ça, c'est quelque part l'alphabet le plus universel, et c'est très très simple de s'acclimater à une façon de représenter le nombre, c'est-à-dire comment on va dessiner le champ énergétique ou qualitatif qu'on va observer. Là, il y a une démarche plus mystique, c'est-à-dire une approche qualitative de l'outil plus que pratique, et c'est un des usages premiers de l'outil en question, le nombre. Mais qui a créé cette langue de base? C'est-à-dire l'origine du langage? La langue dont je suis en train de te parler, elle est sacrée dans le sens où elle n'est pas créée par l'homme. C'est-à-dire que c'est une langue qui
te représentent des champs d'énergie qui n'ont pas le même temps d'existence que toi. C'est-à-dire, quand tu dessines une étoile à 6 branches, par exemple, elle te compose autant qu'elle compose une goutte d'eau, c'est-à-dire cette symétrie, cette géométrie se reproduisent le champ de force qui est décrit là se produit au niveau de l'atome comme au niveau des planètes, c'est-à-dire que c'est simple, si tu prends 7 pièces de la même taille, t'en mets une au milieu et t'en mettras 6 autour, et tu ne pourras pas en mettre ni plus ni moins si elles ont la même taille, et tout se touchera. Et ça, donc, c'est des champs de force en fait qui sont intemporels et qui sont ce qu'on appelle l'alphabet d'Hermès, que je te disais. Et c'est quelque chose qui est plus. Il apparu comment? Je veux dire, c'est quoi? Il est apparu, il est inscrit dans la matière. C'est ce que tu cherches à découvrir en fait. Si tu veux, c'est quelque part, c'est retrouver une connaissance primordiale qui est présente au travers des symboles qui vont être présentés. Tu vois, le caducée d'Hermès, les serpents d'Ishtar, tout ça, je vais évoquer certaines symboliques et parler des savoirs initiatiques. Oui, parce que quand on parle de langage, on peut parler langage hiéroglyphique, c'est ça? C'est-à-dire les choses voilà. Beaucoup plus anciennes que ce que nous on connaît là. Un autre champ vibratoire, une autre manière de s'exprimer. C'est-à-dire que par exemple, les couleurs, si tu étudies les couleurs peuvent être un champ de communication. C'est-à-dire que quand tu regardes le ciel, si tu vois du rouge, tu sais que ça évoque peut-être la chaleur plus que si tu vois du bleu, ou il y a des choses que la nature parle, si tu veux, avec des couleurs aussi, il y a des codes qui vont te faire peur. Si tu vois des abeilles, par exemple, elles ont des bandes noires et jaunes. C'est une association de couleurs qui va produire quelque chose en toi d'une manière instinctive. Et tu as des manières d'encoder qui sont inscrites en toi, la forme de l'ADN, l'hologramme, si tu veux. Tout ça, c'est comme des hiéroglyphes, en fait. C'est-à-dire, si tu peux regarder ça sur ce plan-là, en fait, l'écriture qu'on cherche, c'est celle qui permet de lier le corps, de donner le nom des animaux et de se faire servir des anges. C'est-à-dire, la géométrie est un pont entre ce que je vais appeler le sens. Tu voudrais, mais dans le fond, ça voudrait dire qu'il y a une langue innée, tu veux dire? C'est-à-dire une espèce de langue, alors, divinatoire, je vais reprendre le terme, tu expliqueras justement l'accès à cette divination, justement, qu'est-ce que c'est? Ouais, mais ça voudrait dire, cette langue, elle est quoi? Elle est en nous? Oui, justement, par exemple, je vais te parler de... Justement, je vais en sortir un premier, si je le trouve, qui est... parce que c'est cette édition-là. Voilà, parce qu'en fait, j'ai ramené aussi si jamais plus tard je donnerai des conseils de lecture. Voilà, donc ça, c'est par exemple un bouquin qui est assez décrié parce que c'est le maître à penser. C'est le maître à penser d'Aleister Crowley. Oui, Satanas, dogme et rituel de la haute magie. Voilà. Alors, donc, vu que je sens que... Tu vois, parce que Satanas, pour moi, alors, voilà, si tu veux, le Satanas que je rencontre le plus souvent, c'est quelque part la suffisance dans l'ignorance. C'est là que Satanas, c'est pour ça. Là, je vais te faire juste une citation du Nouveau Testament de la Bible. Ça, c'est du monde inversé, ça. Voilà, pour commencer, parce que bon, en fait, moi, je suis chrétien, hein, donc je suis pas sataniste, et je vais te montrer pourquoi, en fait, que tu sois musulman, juif, ou... c'est dommage, j'en ai oublié un autre qui aurait été sympa, mais j'en parlerai. Voilà. Donc si je te prends le baptême et la tentation de Jésus, c'est-à-dire c'est le tout début de son ministère. Donc Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste, il reçoit l'Esprit, et alors, donc je te lis, hein, alors Jésus fut conduit dans le désert par l'Esprit pour y être tenté par le diable. Et lorsqu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur s'approchant lui dit, après là tu as les 3 tentations, et quand il a résisté, alors le diable le laissa, et voici que les anges s'approchèrent et ils le servaient. D'accord ?
Donc là, on t'explique bien que l'arbre élevé attire le vent, c'est-à-dire que quand tu t'élèves, il y a l'histoire de Faust, de Job, c'est-à-dire que tu sois musulman ou juif ou chrétien, Jésus, dès qu'il reçoit l'esprit, le premier truc qu'il fait, c'est déjà de connaître, si tu veux, sur qui monter, si tu veux, pour être un mage ou un sorcier, etc. C'est-à-dire la haute magie, c'est connaître l'arcane, en fait. C'est-à-dire que tu connais le nom de l'adversaire, ou du moins, en fait, tout ça, c'est une histoire de, quelque part, de verticalité, si tu veux. C'est-à-dire que dans le corps de l'homme, il y a un secret qui est lié à, justement, de la géométrie. Je vais te montrer rapidement comment ça se passe. C'est que dans une sphère, tu n'as pas de vertical, tout est vertical, et qu'entre deux sphères, selon l'endroit où tu te situes, ce sera oblique, vertical, horizontal, ça dépend. Donc en fait, dans l'espace, la verticale n'existe pas en fait. Mais quand tu observes un organisme vivant, tu peux le partager comme ça, et par la tranche aussi. Et tu te rendras compte que tout organisme vivant manifeste cette symétrie, parce que la vie est liée à la double spirale, et la double spirale est une symétrie qui sort du champ du point et du cercle, en fait, qui quelque part est... on est issu de ce yin et de ce yang, de ces deux... Donc ça se montre par la géométrie assez simplement. Et tu l'observes, un carreleur le sait, un tisserand le sait, le pratique aisément. Et voilà, en fait, c'est apprendre à partager. Voilà. Donc, en fait, je te dis, ce que je suis en train de te dire là, c'est annoncé ici. Donc là, il faut voir que c'était un prêtre. Eliphas Lévi. Voilà, donc bon, après, on te raconte un peu pas mal de choses sur lui, comme quoi il serait mort pauvre, avec un chien noir. Bon. Après, je dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'esprit, c'est pas tellement le bord de l'assiette. C'est-à-dire que à la base, je suis très intéressé, passionné par les arlequins. Et, les arlequins, qu'est-ce que c'est? Les arlequins, c'est la commedia dell'arte, et c'est des clowns. Il faut savoir que les troubadours sont des porteurs d'une initiation particulière. C'est-à-dire que, on va dire, en italien, c'est trovare, c'est-à-dire ceux qui ont trouvé, ou les trouveurs en France, tu vois, c'est les troubadours. Ouais. Et les troubadours sont liés au Qatar, sont liés à la Bavière, sont liés à la connaissance des familles, et ont une manière d'y rentrer, de voyager, d'être des messagers. Donc, disons qu'il y a troubadour et troubadour, mais il y a des initiés troubadours parce que la fonction t'amène ça passe par la création des habits, en fait. La création des habits, c'est-à-dire c'est-à-dire que savoir faire un habit de lumière, c'est savoir faire... c'est connaître la prêtrise, c'est-à-dire comment tu le secret du pectoral, et de la langue, de l'oumim et du tourim, d'une divination particulière, d'une langue particulière. Et les arlequins, si tu veux, je pourrais donc justement, c'est pour ça que je t'ai ramené des bouquins comme ça, pour te montrer que beaucoup de gens en ont parlé, et donc comme quoi il y avait des initiés troubadours, en fait. Donc je vais te raconter un peu, avant de parler de tout ça, l'histoire du foliage, c'est-à-dire l'art des fous, et qui nous permettra d'introduire le tarot des bohémiens, et parler de la tradition alchimique, mais au travers d'un secret que portent notamment les arlequins. Là, c'est évident, si tu veux, quand tu regardes la vie, pour celui qui sait, mais c'est des choses que je vais enseigner,
et qui sont la révélation d'un mystère. Donc, parce que souvent, on a du mal à associer magie et science. Et, quand tu montres un principe physique qui n'était pas connu, ou comment générer comment raconter l'histoire de la création des alphabets. En fait, là, quand il y a une genèse qui se passe quand un scribe crée un alphabet, et la magie, la manière dont tu te représentes le monde, le scribe a un grand pouvoir là-dessus. Mais les arlequins, c'est fictif, ça n'existe pas. Les arlequins, si, bien sûr, ça existait. En fait, tu as eu des troupes d'arlequins, d'ailleurs, qui ont été poursuivis par l'Inquisition. Pourquoi ceux qui s'habillaient comme les arlequins, avec les damiers de couleur, ils faisaient partie de troupes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'Arlequin, il y avait d'autres personnages. Et si tu regardes certaines toiles de Picasso, je ne sais pas ramener des choses, mais je vais te montrer du Crowley un peu là-dessus, qui te montrera, parce que justement, là je pourrais te montrer comment il t'annonce clairement que c'est dans les carrés magiques que tu trouveras la langue en question. Donc, tu vois, si tu le lis, tu verras que c'est des savoirs qui sont transmis et que, comme ils n'étaient pas dans la ligne droite du christianisme catho, du coup, ils étaient satanistes, ils étaient tout ce que tu veux. Donc après, et il a été le maître d'Aleister Crowley, ce personnage. Disons qu'Aleister Crowley se revendiquait d'avoir beaucoup puisé d'enseignements là-dedans, en fait. C'est-à-dire que ce livre a dû être très utile pour lui. C'est quoi? C'est la cabale, un peu? Parce que Eliphas Lévi, ça sonne... en fait, c'est quelqu'un qui t'a parlé... Ça sonne malien, quoi, bien sûr. C'est quelqu'un qui a parlé d'esprit, déjà. Ouais, et quand tu parles... de daimon, c'est-à-dire d'esprit, d'ange comme déchu ou pas, tout de suite le catholicisme, il appréciait pas trop, et donc du coup tu étais vite taxé de magie. Mais c'est quoi, c'est un rabbin qui s'est converti? Non, c'est c'est un maran. Je connais pas spécialement bien son histoire, si tu veux, ce qui m'a... L'histoire m'intéresse peu, c'est plus ce qu'il raconte. Donc, et dans ce qu'il raconte, quand tu arrives dans la deuxième partie, tu vois, déjà ce dessin qui est assez connu, tu vois. Oui. Bon, ce dessin, quand tu... Je te montre, parce que... Pour les conspis, pour les vrais. Voilà. Quand tu connais l'arcane, tu sais qu'il ne montre qu'il n'y a rien de diabolique là-dedans, en fait. C'est-à-dire que... alors explique-nous, parce que ça c'est présenté comme symbole du satanisme. Je sais pas, c'est un bélier avec les cornes, voilà, qui fait des signes bizarres, puisqu'on a vu George Washington qui fait une statue aussi, il est comme ça. Les signes francs-maçonniques aussi, souvent, ils font ça, ce signe-là. Ouais, alors... donc comme je te disais, quelle que soit la religion, tu vas en arriver à voir que le prince de ce monde... et sont à peu près tous d'accord sur l'existence et les noms et comment dire. Et donc j'ai perdu un peu le fil. On est d'accord sur le nom. Je te demande, oui, c'est pour on parlait de l'auteur de ce livre, mais c'est cette magie là, justement, qui résiderait. Tu sais, quand on parle d'esprit et parler de bien et de mal, quand tu sais de quoi on est en train de parler, que tu sais représenter les choses, tu te rends compte que tu parles de choses qui n'ont pas la même durée d'existence que toi. Oui. Et donc qui sont dire que c'est bien et mal. Tu peux t'en servir bien, tu peux t'en servir mal. C'est ça. L'unique différence, c'est-à-dire que tu peux devenir un sorcier ou tu peux devenir un magicien. Jésus devient un magicien, il est connu aussi comme magicien de Nazareth, etc. Et quand il reçoit l'esprit, on te raconte un processus qui est raconté par, je te dis, plusieurs traditions, en fait. Et donc, et en ça, je te dis, eux,
ces écoles initiatiques, maçonniques, connaissent comme d'autres dogmes ou d'autres approches, connaissent quelque part cette réalité. Donc, Alors, oui, comment, alors ce que je te disais, c'est que voilà. là-dedans, voilà, donc on parle de haute magie, tu vois, c'est parce qu'en fait, je t'ai parlé de verticalité tout à l'heure, et il s'agit de. Tu vois, c'est pas un dieu en soi, et sur certaines églises, tu vois un diable sous la Vierge, et on t'explique qu'il faut bien que la Vierge pose son pied sur quelque chose, en fait, et que quand tu parles de loi, il y a un côté où tu es dans la loi, il y a un côté où tu es hors la loi, mais tu as juste fait que parler d'un fil qui est la loi. En fait, si tu veux évoquer l'idée de loi, d'ordre, etc., bah, tu vas mettre un haut et un bas, une tête et un pied. Les deux feront un ensemble qui n'a pas les mêmes fonctions, le même truc, mais c'est une réalité qui dépend, l'une dépend de l'autre en fait. Elles sont pas égales, tu vois, c'est pour ça qu'on des noms différents, mais voilà, donc là c'est, tu vois, la page 343, je sais plus, je vais pas trop lire les choses, mais voilà, il t'explique clairement que c'est là-dedans que tu vas trouver la langue dont je suis en train de te parler, qui pourrait être enseignée. C'est-à-dire que tout ce que tu vois là, les manières d'écrire, tout ça, ça c'est le grain, la peau qui est sur le grain. D'accord. Et en fait, si tu t'intéresses à la géométrie, tu oublies tout ce qui est peau, c'est-à-dire tout ce qui est façon d'écrire les nombres. Et tu t'intéresses à d'autres choses, en fait, plus primordiales. Et là-dedans, tu vas trouver des champs vibratoires. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, si tu fais l'expérience de la plaque de verre avec du sable, tu observes que chaque note correspond à un champ vibratoire et déplace le sable de manière à faire des motifs en fonction de sa fréquence. Et chaque air, ici, va te révéler des secrets sur comment concevoir le monde, le yin, le yang, etc. Et là, tu seras dans quelque chose un peu comme quand tu apprends à faire une étoile à 5 branches. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur toute la planète, tout le monde, je veux dire, à un moment donné, il y a une langue qui était parlée par tous les hommes de la planète, qui était la même langue. Non, c'est qu'il y a des langues qui sont plus efficaces que d'autres. Ouais. Et que si tu te suffis à celle que tu as, ou c'est une langue qui n'a pas de. Comment dire, un artiste use d'un langage. Tu vois, quand il peint, quand il utilise les couleurs, etc. Et toi aussi. Et là, en fait, l'objectif, c'est d'offrir des images un peu comme une héraldique, si tu veux, pour que tu puisses construire ton cerveau et regarder les choses d'une manière plus analogique, c'est de la mystique, donc c'est apprendre à s'émerveiller. Et tu dis, il y a des langues qui sont plus élaborées que d'autres, c'est-à-dire c'est-à-dire que si tu t'intéresses à la langue qu'il y a dans les carrés, elle n'a pas les mêmes applications parce qu'elle est plus fondamentale en fait. Tu vas t'intéresser à une manière de communiquer. C'est comme si tu fais du théâtre et que tu t'interdis de parler, tu vas faire du mime. Et donc du coup, pour ce qui est des frontières, tu vas pouvoir peut-être te déplacer le plus avec ta pièce facilement, bon, si tu es un troubadour ou un truc, parce que tu es plus proche de cette langue de Babel en fait. C'est une manière il y a 36 000 façons de l'approcher en fait. Si tu veux, là on parle d'un idéal quelque part. Et alors, par exemple, le français, il est proche de cette langue originale, il en est éloigné? Bah, si tu veux, il n'est pas lié à de la physique. C'est-à-dire qu'il est, il est intéressant, mais il est plein de conventions en fait. C'est quelque chose qui ne te permet pas de passer les frontières et d'aller vers quelqu'un qui ne parle pas le français en fait. Ça sera dur de communiquer si tu veux avec cette langue-là. Oui, mais dans toutes les langues, ça, c'est dur de communiquer. Oui, mais disons que ce que je veux t'évoquer par là, c'est que c'est une idée sur
par exemple, les temples, on va dire quelque chose qui n'a rien à voir si tu veux, mais les temples grecs et romains, les architectures assez colossales qu'ont pu produire certaines civilisations, elles les ont produites à un moment où leur alphabet ne leur permettait pas d'écrire la proportion qu'ils utilisent. Ouais. Donc, la virgule, c'est limite, tu vois, c'est que si tu observes ce qui est construit et les savoirs qui sont censés avoir en perspective ou les plans que tu vas retrouver, etc., tu vois qu'ils procèdent avec des savoirs initiatiques et que ces savoirs initiatiques traversent les frontières mais ne sont pas accessibles avec les outils qu'il y avait à l'époque en fait, c'est-à-dire avec le romain, si tu devais faire, je sais pas, juste une mise à l'échelle de proportions avec des chiffres romains, tout de suite, ça pose des questions. Et donc, quelque part, là, ça te montre l'obligation et l'existence de savoirs initiatiques. Mais alors, c'est quoi aujourd'hui, par exemple, c'est quoi la langue qu'on pourrait dire la plus proche de cette langue de Babel, la langue qui serait vraiment très proche en soi, qui n'aurait pas subi trop de modifications? Ah oui, alors attends, moi je te parle, si tu veux, c'est une langue vibratoire. Toi, tu me parles plus d'une langue de civilisation, historique, etc. Moi, elle est presque. C'est la langue melchisédique, si tu veux, quelque part. C'est des savoirs que tu as en toi qui sont pas liés à la même temporalité. Je pourrais te montrer tout à l'heure, en évoluant un peu où chercher mieux. Tu vois, là, je t'ai déjà montré les carrés magiques. Et il y en a de diverses tailles. Là-dedans, si tu oublies de chercher le nombre et que tu cherches juste le champ vibratoire géométrique, tu tomberas sur des réflexions qui t'apporteront des choses, un peu comme disait Pascal, que lorsque tu observes quelque chose de géométrique, ça te transfère quelque part les qualités, alors que quand tu observes quelque chose qui l'est moins, tu t'en tires moins d'énergie quelque part. Ouais. Et donc, donc je disais, le programme, c'est de parler de l'intérêt d'aborder les alphabets numériques. Ouais. Et ça au travers des jeux divinatoires, en fait. C'est à présenter les diverses écoles, qui sont le Yiking, le tarot, la géomancie. Donc je parlerai ce soir peut-être juste de deux, mais en gros, il faut observer l'historique de ces pratiques et de voir sur quoi elles reposent. Et si tu as une démarche qui consiste à chercher à construire ta pensée en observant les points communs entre diverses écoles, tu en viens à aborder cette thématique. Si tu écoutes l'alchimiste, là on pourrait le passer à la pause. Quelques extraits. Il parle souvent de justement cette langue en question. Parce qu'en fait, quand tu cherches à produire quelque chose qui ne vienne pas de toi, tu vois, que tu cherches à être inspiré, il va falloir que tu aies une manière de retranscrire ce que tu as reçu. Et là-dedans, tu en viens facilement à utiliser un système qui soit déjà existant ou soit avoir une particularité. Il faut que tu précises un peu langue vibratoire, parce que tout le monde ne comprend pas là en plus, je le vois. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on appelle langue vibratoire? C'est quoi? Alors une langue vibratoire, c'est la géométrie. Quand tu dessines des formes, elles émettent des vibrations différentes, elles te permettent de couvrir l'espace et différemment, et elles évoquent des champs d'énergie différents. Et ça, tu peux le vérifier donc avec ça s'appelle de la cinétique, je crois, le lien entre la fréquence et la forme. Donc après, tu peux t'amuser à mettre plusieurs notes et à faire des harmoniques. Et là, tu auras
des sons. En fait, ce qui est recherché, c'est de savoir recréer une gamme de sons différentes que celle que t'a enseignée Pythagore. D'accord, mais alors, cette langue vibratoire, elle va quand même donner naissance ensuite à la langue de civilisation. Elle est liée. Non, elle donne naissance au corps et elle donne accès aux esprits. D'accord. C'est-à-dire que c'est la langue qui permet d'encoder l'ADN et qui va, quelque part, c'est le champ vibratoire de l'ADN, qui est l'hologramme qui quelque part permet je vais dire un mot, d'emprisonner ou de choper de l'esprit dans une expérience humaine. Mais elle n'est pas parlée alors, cette langue. En fait, si tu veux, ceux qui la connaissent l'emploient en fait, pour rendre grâce, pour de la cérémonie, comment dire, pour célébrer, ouais. Ou pour transmettre de l'information. En fait, là, on est en train de parler de manière de transmettre de l'information et de champs vibratoires qui correspondent aux infos qu'on a choisi de traiter. Pour la vie, c'est quelque chose qui est hologrammorphique et qui, tu vois, maintenant qu'on est à une ère où on peut retrouver les gens par l'ADN, c'est pas trop dur à concevoir. C'est-à-dire que tu es une matrice de forme qui soit liée à quelque chose de particulier, c'est-à-dire à la vie notamment. Là, c'est un langage qui est lié à la vie et à la forme du corps et qui est lié justement à cette forme qu'il y a dans le caducée d'Hermès, qui a sur la colonne vertébrale ces deux serpents qui s'entrelacent. C'est un symbole qui est, comment dire, qui est très profond et qui montre la connaissance de l'arcane quelque part. L'arcane est lié, je te dis, justement à des choses très très simples. En fait. L'arcane, parce que tout le monde ne comprend pas. Il faut bien. L'arcane, oui, l'arcane, c'est par exemple, savoir qu'est-ce que tu as, quel est sur quoi tu dois poser le pied. Alors, ce symbole, parce que c'est ce qu'on appelle la caducée, là, en fait, ce que tu nous décris, là, les deux serpents autour du bâton. Oui, caducée d'Hermès. Voilà. Et donc, souvent, c'est vrai qu'on peut faire un lien, ça ressemble à de l'ADN, visiblement. Alors, on pourrait en comparer un peu la forme de l'ADN et la forme de ces deux serpents enlacés. Ça ressemble à une lettre, ça ressemble à d'autres histoires. Il y a des ponts que tu peux faire entre les cultures, ce qu'ils en disent. Et en tout cas, il y a une vérité dedans pour qui s'est intéressé à ces choses-là. C'est une bonne manière de parler parce que justement, tu t'adresses à... Ce que tu cherches à faire, c'est comprendre des savoirs anciens et de les retransmettre. Il y a quelque chose de très maçonnique dans le vœu, quelque part, c'est-à-dire sans parler de secret et d'élitisme. Il y a quelque chose où la volonté de construire un temple pour l'homme fait que tu cherches une transmission de savoir ancien et que tu trouves ton salaire là-dedans. Et sur cet aspect-là, c'est plutôt inspirant comme démarche. Et, je sais pas, si on nous suit toujours. On me dit, il y a pas mal de questions parce qu'ils ont un peu de mal à comprendre. Hein, ils comprennent pas. Voilà, il y en a beaucoup qui disent on a du mal à comprendre où est-ce qu'on en vient. Et cette langue vibratoire, par exemple, on me demande, est-ce que c'est ce qui va donner après les sons, etc. quoi. Cette langue vibratoire, en fait, tu vois, parmi les pratiques. Tu vois, le tarot, il peut être abordé. Ça, c'est un travail qui est assez intéressant et qui travaille avec les couleurs. Les couleurs racontent. Voilà, donc en fait, si tu veux, ça se passe avec.
Oui, et qu'est-ce que ça veut... En gros, ça dit quoi? En gros, ça te dit que chaque couleur correspond à un champ émotionnel, à un champ vibratoire. Justement, parce qu'on est en train de parler de choses avec des mots savants, mais qui sont, transmises par de l'héraltique, justement par de l'émotion. C'est l'émotion qui te permet de capter l'esprit des choses. Et là, tu as un répertoire sur les couleurs qui va par exemple permettre à un créatif de voir, par exemple, que la personne qui est venue le voir a choisi telle couleur et que telle couleur est liée à justement tel champ vibratoire. Et si tu veux visualiser ce que je raconte par histoire de champ vibratoire, il faut imaginer celui des couleurs. Et que là, il y a un travail assez intéressant sur les liens possibles entre le psychisme et la matière. La matière. Alors, parce qu'en plus, justement, ça fait penser à un arlequin un peu, ça. Ouais. Et là, ça raconte pas comment encoder, ça raconte, c'est une autre grille, tu vois, genre en fait, quelque part, plus tu as de grilles, plus tu as d'images pour pouvoir monter. Et ça te permet de t'acclimater à des manières de parler différemment. Tu vois, c'est-à-dire que là, tu peux t'acclimater à parler avec des couleurs, dans le sens où tu lis le sens. C'est-à-dire que tu peux y mettre une intention en sachant l'aborder différemment. Et donc, tu peux faire ça avec des couleurs, avec l'alphabet hébreu, c'est pas mal aussi, avec des animaux. Par exemple, si tu as à disposition un tarot sur les animaux, il y en a pas mal qui existent. Si tu rêves d'un animal, si tu en vois un, si on te parle de quelque chose, quand tu te mets à l'écoute, quelque part, le principe de la divination, voilà, par où je voulais commencer, c'est que c'est toujours toi qui contrôles ta volonté, et que quand tu fais une démarche d'écoute quelque part, tu laisses une place, t'interroges toi un registre comme ça pour que on te raconte l'histoire d'une couleur ou d'une lettre, d'une forme chinoise. Ouais. Et ça nourrit ton imaginaire et ça crée un appel quelque part, c'est-à-dire que ça te nourrit et c'est quelque chose où tu laisses une place au hasard ou à une part de toi-même ou plus si affinité. Et ça nourrit, tu vois là, si je vais te montrer ensuite le Yiking, qui est un livre de sagesse chinois, parce que la divination, c'est pas spécialement... là, la tradition dont je parle, elle est de la langue vibratoire, c'est plutôt des conceptions d'alphabet, donc c'est quelque chose qui pourrait se rapprocher de la tradition chaldéenne, qui est différente de l'approche intuitive. Quand ton âme a une certaine vibration par rapport à l'esprit, que tu peux être médium par exemple et avoir un accès à ce qu'on va appeler intuitif, où tu as un don comme ça, et tu peux utiliser de la connaissance des roues pour entendre les messages de l'univers, si tu y crois ou pas. Chaque chose, tu vois, quand je bouge ma main comme ça, mon cerveau a dit, etc. Donc si tu voulais analyser, ça peut vouloir dire un truc. Et ça, c'est très ancien d'analyser les gestes des gens, les mains, des entrailles, un vol d'oiseau. Oui, voilà. Alors c'est ça. Donc ce serait ça le langage vibratoire, parce que oui, il y a le langage du corps. Oui, en fait, c'est le langage qui te permettra de rentrer dans l'alchimie. C'est-à-dire que le jour où tu voudras quelque part rechercher à faire quelque chose qui ne vienne pas de toi, il faudra que tu trouves une manière de t'ouvrir et de prendre l'information. Donc, est-ce que c'est une couleur qui va t'amener une info, etc. Et tu peux rentrer dans une espèce de schizophrénie où tu te rendras compte que la synchronicité t'amène à te poser certaines questions, parce que là, justement,
quelque part, tu vois comment fonctionne l'esprit, c'est que quand tu demandes, tu reçois, et que ça dépend de la sincérité, de la manière dont tu as envie d'interroger ou pas. L'intention, tu penses que tout est dans l'intention. Ouais, c'est-à-dire que si tu... Et selon le besoin aussi que tu as ça, si l'état dans lequel tu es, c'est un outil, on va dire. Et que cet outil t'acclimate à d'autres manières de parler, d'autres alphabets, etc. Parce qu'il y a des alphabets sacrés, d'autres moins sacrés. Mais comment on reconnaît un alphabet sacré ou pas? C'est ça, j'ai eu du mal à comprendre. Un alphabet sacré, c'est parce que tu te rends compte qu'il n'est pas soumis, qu'il a un champ d'existence différent du tien. Par exemple, nous, notre alphabet, il est sacré ou pas? L'alphabet classique. Moi, je pourrais pas le classer dans les alphabets sacrés parce que justement, il est fait de conventions en fait. C'est vrai qu'on. Non, mais il y a autant de gens qui parlent, alors on a oublié tout ça, quoi. Je te parle d'une langue qui est plus fondamentale. C'est-à-dire qu'en fait, tu imagines la communication essentiellement par quelque part notre alphabet. Et moi, je vois la communication autrement. En fait, c'est plus des roues que je vois, des cycles, des manières de représenter les cycles, par des formations professionnelles, on va dire, ou de goût. Ouais, mais je comprends pas les cycles, c'est-à-dire... Les cycles, c'est la manière de représenter le nombre. En fait, pour pouvoir compter le temps, tu es obligé de tuer le nombre et de le faire renaître, c'est-à-dire de faire un cycle. Dire qu'à 9, on arrête de faire des signes, et qu'à 10, on reprendra le premier en ajoutant ça, et qu'on fera comme ça. Tu crées un système où il y a des cycles qui vont se reproduire et qui vont te permettre de compter. Et les cycles que tu vas choisir sont plus ou moins appropriés à ce que tu veux faire. Si tu veux compter le temps ou compter l'espace, ou donc la manière d'arrêter et de reprendre est propice ou pas à ce que tu veux faire. Et il y a des langues je vais arrêter là-dessus. Il y a peut-être des questions pour l'instant sur... Non, on demande toujours un peu l'alphabet romain. La langue de Babel ne serait-elle pas la langue universelle? C'est ce que tout le monde se pose. Ouais, c'est-à-dire que là je parle de quelque chose de symbolique en fait, que je vais rendre plus matériel, j'ai ma manière d'y arriver. Mais pour l'instant, je pourrais très bien parler de langue adamique ou de langue d'Hermès. Je fais référence à des moments différents et des traditions différentes, hein, mais quelque part, ils parlent de la même réalité, c'est-à-dire de présupposer qu'il existe un savoir basique qui fait que on pourrait communiquer sans avoir à passer par l'apprentissage des conventions de l'autre. Quelque chose que on est d'accord tous les deux. Tu vois, par exemple, les degrés Celsius se sont imposés parce qu'on a décidé qu'à 100, tu avais l'eau qui bout ou qui gèle, je ne sais plus, et à 0, l'autre point. Ça, c'est universel, c'est-à-dire que ça dépend. C'est quelque chose qui est assez objectif, en fait, qui ne dépend pas trop de la subjectivité et qui donc peut s'imposer dans le temps et traverser les frontières comme système de mesure. Comme système comme choix, déjà, où est-ce que tu t'arrêtes? Est-ce que Et là, le secret, c'est de s'arrêter avant les conventions. C'est-à-dire de rester dans ce que tu pourrais enseigner et transmettre à partir d'un bâton, quelques cailloux et du sable, des choses comme ça, et que ça puisse aller assez loin pour représenter ta place dans l'univers et que tu puisses exprimer certaines histoires qui construisent celui qui va l'utiliser derrière. Donc pour que ça paraisse un peu plus clair, ouais, je te dis, je voulais parler un peu en fait
de certaines pratiques divinatoires et de montrer en quoi elles peuvent être au quotidien quelque chose de distrayant et de constructif. Donc je suppose qu'il y a plein de gens qui le savent déjà et qui... donc là, ce que je vais faire, c'est plus pour quelqu'un qui aura envie de lire, des conseils de lecture. Donc moi, je vais aussi parler d'autres choses plus liées à cette langue et à certains livres qui sont intéressants. Les recherches sur les troubadours te permettent d'avoir un fil quelque part intéressant sur des périodes de l'histoire. Donc du coup, ça permet d'évoquer certaines religions, certains systèmes de pensée, de champs symboliques dont on parle peu et qui sont qui permettent de mieux comprendre. Ce qu'on me dit, est-ce qu'elle peut se parler cette langue? Ça, c'est vrai. Est-ce qu'elle est parlée, c'est ça? Ouais. C'est une question que tout le monde se pose. Bah, elle se... Alors, elle se parle... oui, bien sûr qu'elle elle est utilisée. C'est pas une langue qui se parle, mais elle est utilisée. Elle est utilisée, c'est-à-dire par qui? Elle est utilisée par... en tout cas, on te manifeste que le savoir est su. C'est-à-dire que c'est attesté par la plupart des livres que je vais te montrer là. Non, mais il y a la connaissance... C'est-à-dire quoi, il y a une caste de gens qui maîtrisent cette langue? C'est-à-dire que c'est des savoirs, si tu les dis, tu peux finir vite fait brûlé ou... comment dire, tu vas... Brûlé par qui? Brûlé par les gens, enfin, si tu veux, parce qu'en fait... C'est la chasse aux sorcières, ça commence ça, c'est... Tous ceux dont je vais te parler là, qui seront sur mon site et qui sont dans le bouquin que j'ai produit, sont morts brûlés ou parce qu'en fait si tu parles de choses et que les gens sont pas prêts, la première réaction c'est de visualiser que tu en aies un usage néfaste en fait. Bah écoute, on va faire une pause et on va parler de tout ça en deuxième partie, les brûlés du langage, on va voir ça. Et, je te donnerai les noms et... on va voir ça. Et ben, restez avec nous, c'est la libre antenne, et puis on revient, on fait la pause, et puis juste après, ça revient à vous, la régie.